En quelques jours, une tentative de déstabilisation est exposée puis retournée contre ses auteurs. Le contraste intrigue. Dans certains pays, le mot coup excite l'attente, alors qu'ici, il déclenche une colère liée à l'échec d'un leadership jugé mauvais. Ce déplacement du regard change tout. Que signifie-t-il pour un jeune qui veut des services publics stables? Et pourquoi Ibrahim Traoré devient-il le point de fixation de cette exigence? Derrière les confessions télévisées, une mécanique régionale affleure et la suite dépend d'un seul geste, de son voisinage immédiat et d'une confiance que beaucoup disent déjà épuisée. Cette analyse promet une chose simple, comprendre pourquoi la colère populaire ne vise pas le principe d'un changement brutal, mais la qualité du pouvoir qui précède ce moment. Le bénéfice peut se résumer simplement distinguer rejet du putsch et rejet du mauvais leadership. Le fil conducteur repose sur un constat récurrent dans les conversations africaines récentes. La jeunesse ne réclame pas l'uniforme, elle réclame des résultats tangibles, une direction lisible et des responsables identifiables. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est ni un symbole abstrait, ni un mythe politique, mais un test grandeur nature. Jusqu'où un leadership perçu comme légitime peut-il neutraliser l'attrait du chaos, même dans un environnement régional instable? La réponse importe autant pour le Burkina Faso que pour ses voisins immédiats. Un point clé apparaît clairement, ce qui a fait basculer l'opinion n'est pas l'annonce d'un complot, mais la manière dont il a été exposé publiquement, avec des aveux diffusés et un calendrier resserré. Le 9 janvier devient un repère, non pour sa charge spectaculaire, mais parce qu'il marque le moment où la narration change de camp. À partir de là, le contexte s'éclaire rapidement. Dans plusieurs pays de la région, des tentatives avortées ont souvent nourri la frustration, alors qu'au Burkina Faso, la réaction populaire se détourne du putsch lui-même pour viser les pratiques de leadership jugées défaillantes. Cette différence, soulignée par les discussions en ligne et les réactions de rue, indique une attente précise plutôt qu'un appétit pour l'instabilité. Le discours qui circule insiste sur un point, la jeunesse ne célèbre pas l'armée par principe, elle sanctionne un pouvoir perçu comme sourd, opaque ou captif d'intérêts extérieurs. C'est ici que Ibrahim Traoré s'insère dans le récit, non comme un héros figé, mais comme un repère comparatif. Quand des rumeurs de renversement émergent ailleurs, elles rencontrent parfois un enthousiasme fataliste. Lorsqu'elles frôlent le Burkina Faso, elle rencontre une résistance sociale inhabituelle. Les éléments avancés, transferts d'argent allégués, rencontres transfrontalières, confessions télévisées, servent alors moins à prouver chaque détail qu'à installer une crédibilité procédurale, montrer, faire parler, laisser juger. Ce choix narratif produit un effet immédiat sur la perception régionale, notamment dans les espaces francophones où les prises de parole se taisent brusquement après les aveux. En arrière-plan, une leçon se dessine. La légitimité ne se décrète pas par l'uniforme, elle se construit par la capacité à convaincre, même dans l'urgence. Et c'est précisément cette capacité qui explique pourquoi la question posée en ouverture trouve ici un premier début de réponse. Le récit avance ensuite par des figures secondaires qui servent de révélateurs plutôt que de protagonistes. Un officier intermédiaire, présenté comme un relais discret, décrit les premiers contacts et l'atmosphère de méfiance croissante. Une civile chargée de transporter des fonds en espèces illustre la logistique banale d'un projet qui se veut clandestin mais laisse des traces visibles. Ces personnages n'élargissent pas l'intrigue, ils la rendent concrète, presque ordinaire. À travers eux, l'impact précoce se mesure moins en termes militaires qu'en termes sociaux. Les discussions de quartier changent de ton, les réseaux de messagerie s'enflamment, puis se figent lorsque les confessions sont diffusées. La rue ne s'embrasse pas pour soutenir un renversement, elle s'agite pour exiger des comptes, signe d'un déplacement des attentes populaires. Ce basculement est important car il montre comment une narration officielle peut temporairement aligner perception et procédure. En exposant les mécanismes supposés du complot, le pouvoir ne cherche pas seulement à se protéger, il cherche à prouver qu'il contrôle encore le cadre.
Ibrahim Traoré apparaît ici en filigrane, non comme un acteur omniprésent, mais comme le point autour duquel se cristallise la question de la confiance. Les impacts précoces se lisent aussi au niveau régional. Les commentaires médiatiques se raréfient, certains plateaux télévisés deviennent silencieux et les prises de position tranchées se transforment en prudence calculée. Ce silence à lui seul suggère que le récit présenté a suffisamment de poids pour imposer une pause. L'enseignement central est le suivant: la légitimité perçue bloque l'escalade avant qu'elle ne commence. L'activation commence par une accumulation de signaux faibles plutôt que par un choc unique. Des rumeurs circulent, des déplacements transfrontaliers sont évoqués, des contacts sont mentionnés sans preuve immédiate. Puis presque simultanément, le récit officiel se structure, des arrestations ciblées, des éléments matériels présentés et l'annonce que des aveux seront rendus publics. Ce passage du flou à la séquence ordonnée marque le premier tournant. Avant, l'incertitude alimente l'imaginaire. Après, la procédure impose un tempo. Le point culminant survient avec la diffusion des confessions à la télévision d'État. Elles sont brutes, parfois confuses, mais leur fonction n'est pas esthétique. Elles servent à installer une scène de responsabilité où chaque acteur présumé raconte sa version sans intermédiaire visible. L'effet est immédiat. Ceux qui commentaient bruyamment se taisent, ceux qui doutaient attendent et l'espace médiatique se contracte. Ibrahim Traoré n'apparaît pas directement dans ces images, mais son ombre politique est partout car c'est autour de sa légitimité que ses paroles prennent sens. Dans cette phase, le contraste avant-après devient lisible. Avant la diffusion, la tentation du soupçon généralisé domine. Accusations croisées, narration concurrente, interprétation géopolitique rapide. Après, la discussion se recentre sur une question précise: qui a fait quoi, avec quels moyens et sous quelle autorité ? Ce recentrage ne clôt pas le débat, mais il en change la nature. La colère se déplace de l'idée d'un renversement possible vers l'exigence de clarté et de sanction. Les répliques se manifestent ensuite en cercles concentriques. Au niveau national, les réactions populaires ne se traduisent pas par des célébrations, mais par une vigilance tendue. Des appels émergent pour que les procédures aillent jusqu'au bout, sans grâce anticipée ni arrangement discret. Dans les pays voisins, les commentaires officiels deviennent mesurés, parfois ambigus, comme si chaque mot risquait de révéler plus qu'il ne protège. Cette prudence contraste avec la loquacité précédente et ce silence relatif agit comme une validation indirecte du récit initial. Sur le plan symbolique, la ligne des événements produit un effet plus profond. Elle renforce l'idée que le problème central n'est pas le putsch en tant que tel, mais la fatigue accumulée face à un leadership perçu comme inefficace ou captif. Là où cette fatigue est extrême, l'idée du coup séduit. Là où une alternative crédible semble exister, elle est rejetée. Ibrahim Traoré devient alors un point de comparaison implicite, non pas parce qu'il incarne une solution parfaite, mais parce qu'il représente un seuil de tolérance encore acceptable pour une partie de la population. Enfin, la séquence laisse une trace durable. Elle montre qu'en exposant rapidement les mécanismes supposés d'une tentative de déstabilisation, le pouvoir peut reprendre l'initiative narrative. Cette reprise n'est ni totale ni définitive, mais elle suffit à désamorcer l'emballement. C'est dans cet espace, entre contrôle temporaire et incertitude persistante, que se jouent les prochains actes. Au départ, la situation est simple. Avant les aveux télévisés, la conversation publique est diffuse, dominée par des rumeurs et des hypothèses concurrentes. Après leur diffusion, elle se contracte et se recentre sur des faits allégués précis. Ce passage du bruit à la focalisation marque un changement observable. Il ne s'agit pas d'un basculement mesuré par des sondages formels, mais par des indices visibles: raréfaction des prises de parole médiatiques, ralentissement des commentaires transfrontaliers et modification du ton dans les espaces francophones en ligne. Un autre élément concerne le tempo institutionnel. Avant, l'attente s'étire, nourrie par l'idée que quelque chose pourrait arriver sans calendrier clair. Après, le temps est balisé, arrestation annoncée, date de capture évoquée, séquence de confession organisée. Ce changement temporel, resserré autour de quelques jours, réduit l'espace spéculatif et impose une lecture procédurale. En quelques mots, le calendrier visible remplace l'anticipation anxieuse. Un autre aspect touche à la réaction populaire comparée.
Dans des cas voisins souvent cités, l'annonce d'une tentative avortée alimente une frustration durable, parfois transformée en nostalgie d'un changement manqué. Ici, le mouvement est inverse. La perspective d'un renversement provoque des manifestations d'hostilité et non d'adhésion. Ce renversement de signe du désir à la répulsion est un changement qualitatif fort car il indique que la variable décisive n'est pas l'uniforme mais la perception du leadership en place. Ces trois mesures, même approximatives, dessinent une cohérence. Elles montrent comment la crédibilité procédurale agit comme un multiplicateur de légitimité perçue. En exposant les mécanismes supposés, transfert de fonds en espèces, rencontres transfrontalières, chaînes de contact, le pouvoir ne cherche pas seulement à convaincre, il cherche à saturer l'espace interprétatif. Cette saturation n'élimine pas le doute, mais elle en réduit la portée immédiate. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point d'ancrage implicite. La comparaison n'est jamais formulée en chiffres, mais elle opère en creux, là où son leadership est perçu comme répondant, même partiellement, aux attentes populaires. L'attrait pour une rupture brutale diminue. Le changement se lie alors entre deux états psychologiques collectif, la résignation face au mauvais pouvoir et la vigilance envers un pouvoir jugé encore perfectible. Enfin, l'effet cumulatif de ces repères éclaire la réponse à la question laissée en suspens plus tôt. Si la tentative échoue à susciter un enthousiasme populaire, ce n'est pas par attachement abstrait à l'ordre, mais parce que le coût perçu d'un renversement dépasse désormais le bénéfice espéré. En d'autres termes, le calcul social a changé. Et ce changement, mesuré par des signaux faibles mais convergents, prépare le terrain pour l'examen des arguments opposés qui persistent malgré tout. L'argument le plus solide des critiques tient en 2 points. D'abord, la diffusion de confessions télévisées serait, selon eux, un outil classique de dissuasion politique dont la valeur probante reste limitée tant que les procédures judiciaires complètes ne sont pas visibles. Ensuite, l'insistance sur des réseaux transfrontaliers et des financements extérieurs risquerait de déplacer la responsabilité vers l'extérieur, évitant un examen plus profond des failles internes du pouvoir. Ces 2 thèses ne sont pas marginales, elles s'appuient sur des précédents régionaux bien connus. Un second courant critique va plus loin. Il soutient que le rejet populaire du putsch ne prouve pas une adhésion réelle au leadership en place, mais seulement une peur du chaos. Dans cette lecture, la population choisirait le moindre mal par défaut sans conviction durable. La vigilance observée serait donc fragile, susceptible de se transformer rapidement en déception si les promesses implicites ne sont pas tenues. Autrement dit, l'absence d'enthousiasme pour un renversement ne serait pas une validation politique, mais une pause prudente. La réponse à ces arguments repose sur les éléments disponibles dans le récit observé. Les confessions, prises isolément, ne suffisent effectivement pas à établir toute la vérité. Cependant, leur impact réside moins dans leur contenu que dans leur synchronisation avec des arrestations et un calendrier explicite. Cette combinaison réduit l'espace pour des narrations concurrentes immédiates, ce qui explique le silence soudain de nombreux commentateurs habituels. Le mécanisme est procédural avant d'être judiciaire. Quant à l'idée d'un simple choix par défaut, elle se heurte à un fait comparatif. Dans d'autres contextes récents, la peur du chaos n'a pas empêché l'expression d'une nostalgie ouverte pour un changement avorté. Ici, la réaction est inversée, ce qui suggère une variable supplémentaire. Cette variable est la perception d'un leadership encore capable d'écouter, de montrer et de répondre, même imparfaitement. C'est à ce niveau que la référence implicite à Ibrahim Traoré devient pertinente, non comme figure idéalisée, mais comme seuil minimal de crédibilité aux yeux d'une partie de la population. Ainsi, le argument le plus solide des critiques révèle une tension réelle mais non décisive. Les doutes persistent, les attentes restent élevées et la confiance demeure conditionnelle. Pourtant, les données narratives disponibles indiquent que, pour l'instant, la balance penche du côté de la vigilance critique plutôt que de la rupture. Cette conclusion provisoire ouvre la voie au moment charnière du récit, là où un détail apparemment mineur modifie l'ensemble de la lecture. Un détail modifie l'équilibre. Ce détail n'est ni un document inédit, ni une arrestation supplémentaire, mais le déplacement de la demande elle-même. Pour la première fois, la pression publique ne vise pas seulement les auteurs présumés, elle se déplace vers les intermédiaires régionaux évoqués dans les récits.
La question cesse d'être qui a comploté pour devenir qui protège encore. Ce glissement discret mais décisif modifie l'équilibre du débat. Dans les échanges observés, l'exigence formulée par une partie de la jeunesse est simple: produire les personnes clés, les exposer à une procédure visible et laisser la responsabilité suivre son cours. Cette demande n'émane pas directement du sommet du pouvoir, mais elle s'y agrège, elle crée une zone d'inconfort pour les voisins concernés car le silence devient coûteux et la neutralité difficile à maintenir. À ce stade, Ibrahim Traoré apparaît comme un pivot indirect. Il n'est pas celui qui formule publiquement l'exigence, mais celui autour duquel la cohérence était testée. Soutenir la stabilité implique désormais de coopérer ouvertement. Le détail négligé est donc une inversion de charge. La preuve n'est plus demandée au pouvoir central, mais à ceux qui disent être ses alliés. Ce renversement explique pourquoi la dynamique ne s'essouffle pas après les confessions. Elle se déplace, s'élargit et prépare des conséquences concrètes que beaucoup n'avaient pas anticipées. Les conséquences de cette séquence ne sont pas abstraites, elles se déclinent différemment selon les acteurs concernés et c'est précisément cette diversité des faits qui donne du poids au moment. Pour l'État d'abord, l'impact est institutionnel. La priorité devient la cohérence entre discours et procédures. Après les confessions et les arrestations, l'administration est attendue sur sa capacité à aller au bout du processus sans zone grise visible. Chaque hésitation serait interprétée comme un aveu de faiblesse. À l'inverse, une continuité procédurale renforce l'idée que le cadre tient même sous pression. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'est pas jugé sur des promesses, mais sur la constance de l'exécution, ce qui transforme la légitimité en variable quotidienne plutôt qu'en capital symbolique. Pour les entreprises et les acteurs économiques, l'effet est plus indirect mais tout aussi réel. L'échec d'une tentative de déstabilisation combinée à une réaction institutionnelle rapide réduit temporairement l'incertitude. Les décisions d'investissement ne changent pas du jour au lendemain, mais le signal envoyé compte. La continuité prime sur l'aventure. Dans un environnement sahélien marqué par des ruptures fréquentes, cette prévisibilité relative devient un avantage comparatif. Elle n'efface pas les risques structurels, mais elle en hiérarchise la perception. Du côté des citoyens, l'impact est d'abord psychologique puis social. La rue ne célèbre pas une victoire, elle observe. Cette posture d'attente vigilante traduit une maturation du rapport au pouvoir. Le rejet du putsch n'est pas un blanc-seing, mais une condition posée. Tant que le leadership répond, il est toléré. Si cette réponse faiblit, la patience pourrait s'éroder rapidement. Ici, la référence à Ibrahim Traoré fonctionne comme un miroir. Il incarne pour une partie de la population un seuil en dessous duquel la confiance s'effondrerait. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences sont diplomatiques. Les pays cités dans les récits ou impliqués indirectement se retrouvent face à un dilemme: coopérer ouvertement et dissiper les soupçons ou maintenir le silence au risque d'alimenter l'idée d'une complicité passive. Ce dilemme n'est pas nouveau, mais la pression publique le rend plus coûteux politiquement, les échanges officiels deviennent plus prudents, les gestes symboliques plus scrutés. Pris ensemble, ces effets dessinent un tableau cohérent. La séquence n'a pas seulement neutralisé une tentative présumée, elle a redistribué les attentes. L'État est sommé d'être constant, l'économie cherche des signaux de stabilité, les citoyens conditionnent leur patience et la région est contrainte de clarifier ses positions. Ce faisceau de conséquences répond à la question laissée ouverte au point médian. La dynamique ne s'arrête pas aux aveux, elle s'étend à l'écosystème politique tout entier et c'est cette extension qui prépare la réflexion sur les trajectoires possibles à venir. Un premier scénario possible prolonge la dynamique actuelle sans rupture majeure. Les procédures engagées suivent leur cours, les zones d'ombre sont partiellement éclaircies et la pression publique se stabilise à un niveau de vigilance élevé. Dans ce cadre, la légitimité reste conditionnelle. Elle se maintient tant que les gestes institutionnels sont lisibles et que les décisions s'enchaînent sans contradiction visible. Le risque principal n'est pas l'explosion, mais l'usure lente. À mesure que le temps passe, chaque retard devient plus coûteux politiquement, car l'attente créée par la séquence initiale continue de peser sur l'exécutif. Un scénario plus favorable repose sur une consolidation active. Les demandes
demandes adressées aux intermédiaires régionaux trouvent des réponses concrètes. La coopération devient plus transparente et les procédures internes gagnent en crédibilité. Cette trajectoire produit un effet d'entraînement, la vigilance citoyenne se transforme progressivement en confiance prudente et l'espace pour des narrations de rupture se rétrécit. Dans cette hypothèse, la figure d'Ibrahim Traoré cesse d'être seulement un point de comparaison, elle devient un repère stabilisateur, non par charisme, mais par cohérence perçue entre discours et action. Le bénéfice principal est régional, la réduction des ambiguïtés diminue les frictions diplomatiques et rend les tentatives de déstabilisation plus coûteuses. Un scénario plus sombre, enfin, part d'un décrochage. Les procédures s'enlisent, certaines demandes restent sans réponse et la cohérence affichée au départ se fissure. Dans ce cas, la vigilance populaire peut se muer en cynisme puis en désengagement. Le rejet initial du putsch ne se transforme pas en soutien durable, mais en résignation amère. Cette évolution recrée un terrain favorable aux narrations de rupture, non par enthousiasme, mais par lassitude accumulée. À l'échelle régionale, le silence persistant des acteurs cités nourrit les soupçons et renforce les lectures complotistes, même en l'absence de faits nouveaux. Ces trois scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Leur point commun est une variable décisive, la constance. Si les actes suivent les mots, la stabilité gagne du temps. Si l'écart s'élargit, la pression revient sous une autre forme. La recommandation intellectuelle est donc simple, observez moins les déclarations spectaculaires que la régularité des décisions ordinaires. C'est dans cette régularité, souvent invisible, que se joue à l'issue réelle des prochains mois. Pour une partie du public urbain, la séquence agit comme un rappel de responsabilité partagée. Les discussions ne portent plus seulement sur la survie politique, mais sur la qualité des services attendus en retour de la stabilité. Routes praticables, écoles ouvertes, sécurité minimale. Ces attentes ordinaires deviennent les critères implicites d'évaluation. La vigilance observée n'est donc pas abstraite, elle se traduit par une attention accrue aux détails du quotidien. Chez les jeunes, notamment ceux connectés aux espaces numériques francophones, la résonance est différente. L'intérêt se déplace vers la cohérence des récits officiels et la capacité à tenir une ligne sans contradiction visible. Les silences, les délais et les réponses évasives sont scrutés avec autant d'intensité que les annonces. Cette posture critique ne débouche pas immédiatement sur la mobilisation, mais elle installe un seuil de tolérance plus bas qu'auparavant. Dans les zones périphériques, souvent moins présentes dans les débats médiatiques, l'impact est plus pragmatique. La priorité reste l'évitement du chaos. Le rejet du putsch est moins idéologique que fonctionnel. Toute rupture brutale est perçue comme une menace directe pour des équilibres déjà fragiles. Ici, la stabilité vaut avant tout comme condition de survie économique et sociale, même si elle est jugée imparfaite. Enfin, pour les observateurs régionaux et la diaspora, la séquence sert de test comparatif. Elle alimente des discussions sur ce qui distingue un rejet du coup par principe d'un rejet motivé par une alternative jugée crédible. Dans ces échanges, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît parfois comme un point de référence indirect, non pour susciter l'adhésion, mais pour illustrer l'idée qu'un leadership perçu comme répondant peut temporairement neutraliser l'attrait de la rupture. Deux gestes modestes émergent alors comme suggestions récurrentes, maintenir une transparence procédurale minimale et répondre publiquement aux attentes exprimées, même sans promesses spectaculaires. Ces gestes ne garantissent rien, mais ils conditionne la suite. Un premier axe concerne la clarification procédurale, qui fait quoi, selon quel calendrier et avec quel mécanisme de contrôle visible. Cette cartographie doit être rendue publique, même de manière synthétique. L'objectif n'est pas de convaincre tout le monde, mais de réduire l'espace des interprétations concurrentes. Une procédure lisible agit comme un amortisseur politique. Un autre axe porte sur la coopération régionale ciblée. Les demandes adressées aux acteurs extérieurs cités dans les récits doivent être formalisées, documentées et suivies. Là encore, le résultat importe moins que la méthode. Montrer que chaque requête reçoit une réponse, même partielle, permet de transformer le silence en variable mesurable plutôt qu'en soupçon diffus. Un troisième axe vise la redevabilité interne. Les personnes impliquées, à différents niveaux, doivent être traitées selon des règles identiques, sans exemption visible. Cette symétrie est cruciale. Tout
Toute exception perçue réactive immédiatement le sentiment d'injustice qui nourrit les narrations de rupture. En bref, la cohérence vaut plus que la sévérité. Un autre axe touche à la communication minimale mais régulière. Plutôt que des annonces spectaculaires, un rythme prévisible d'informations factuelles maintient la vigilance dans un cadre maîtrisé. Cette régularité réduit la volatilité émotionnelle et empêche la rumeur de reprendre l'initiative. Enfin, un dernier axe s'impose, l'évaluation continue. À intervalles fixes, mesurer ce qui a avancé, ce qui bloque et pourquoi. Cette boucle de retour transforme la patience citoyenne en ressource temporaire. C'est à ce niveau qu'Ibrahim Traoré est indirectement jugé, non sur l'intention affichée, mais sur la capacité à faire fonctionner cette mécanique sans rupture. En refermant la boucle ouverte plus tôt, la feuille de route apporte une réponse pragmatique à la question centrale. Comment maintenir la stabilité sans étouffer l'exigence de responsabilité? La réponse tient moins dans un acte unique que dans la répétition disciplinée de ces étapes. Le récit revient alors à ces figures secondaires apparues plus tôt, celles qui transportèrent des fonds, celles qui parlaient devant une caméra sans certitude sur leur sort. Elles disparaissent progressivement du devant de la scène, mais leur rôle persiste comme rappel. Ce ne sont pas des personnages héroïques, ce sont des symptômes d'un système où la proximité avec le pouvoir peut devenir une faille. Ce retour en arrière éclaire la trajectoire parcourue. Ce qui semblait n'être qu'une tentative de déstabilisation parmi d'autres s'est transformé en test collectif de maturité politique. La population n'a pas applaudi la chute annoncée, elle a observé, attendu, puis conditionné sa patience. Cette retenue, fragile mais réelle, est le fil rouge de toute la séquence. Dans ce miroir tendu au pouvoir, Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme sauveur, ni comme menace. Il incarne une exigence, rester au-dessus du seuil minimal de crédibilité. Tant que ce seuil est respecté, la rupture est repoussée. S'il est franchi à la baisse, la dynamique peut se renverser brutalement. Une phrase s'impose simplement, la confiance ne s'hérite pas, elle se maintient. Elle résume l'enjeu silencieux qui traverse chaque partie du récit. Ce n'est pas l'événement lui-même qui marque les esprits, mais la manière dont il révèle ce que chacun est prêt à tolérer ou non dans la durée. À ce stade, la séquence observée dépasse largement un épisode politique isolé. Elle devient un symbole social, presque pédagogique, sur la manière dont une société teste ses dirigeants sans basculer immédiatement dans la rupture. Ce symbole n'est ni héroïque ni spectaculaire. Il est fait de retenue, d'attente et de conditions posées publiquement. C'est dans cette sobriété que réside sa force. Pour les citoyens, la question n'est plus seulement de soutenir ou de rejeter, mais de maintenir une pression intelligible, lisible, qui oblige le pouvoir à rester dans un cadre. Pour les élites régionales, le message est tout aussi clair. L'ambiguïté coûte de plus en plus cher lorsque l'opinion devient attentive aux détails. Pour les observateurs extérieurs, enfin, l'épisode rappelle que la stabilité n'est jamais un état acquis, mais un processus négocié en permanence. Dans ce jeu d'équilibre, Ibrahim Traoré apparaît comme un marqueur de cette période, non parce qu'il en contrôle tous les paramètres, mais parce qu'il en subit l'évaluation continue. Son nom cristallise une attente collective, voir si le leadership peut rester suffisamment crédible pour éviter que la lassitude ne se transforme en rupture. La question ouverte, laissée volontairement sans réponse définitive, est donc la suivante. Jusqu'où une société peut-elle conditionner sa patience avant de redéfinir radicalement ses choix politiques? C'est cette interrogation, plus que les événements eux-mêmes, qui méritent d'être suivis dans les mois à venir.